Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, nous allons aborder aujourd'hui les défis du développement de la province du Kasaï. Vous savez, après le démembrement, on a maintenant dans l'espace Grand Kasaï, on a le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami et le Sankuru, les 5 provinces qui constituent le Grand Kasaï. Mais aujourd'hui, nous parlons essentiellement du développement de la province du Kasaï. Le Kasaï qui est dirigé par le gouverneur Dieudonné Piémé. Voilà, pour en parler, je reçois sur ce plateau l'honorable Robert Ilunga Kambala. Ce n'est pas la première fois ou la deuxième fois que nous le recevons sur ce plateau. Il est l'habitué de cette émission. Honorable Ilunga, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous parlons du développement de la province du Kasaï, les défis. Qu'est-ce qui empêche au Kasaï de pouvoir se développer? Je sais, lorsqu'on a voté la loi sur la décentralisation, c'est l'objectif premier est de faciliter, faciliter les développements et donc rapprocher les dirigeants des dirigés et faire en sorte que lorsqu'on gère une petite partie, on peut facilement parvenir à la développer. Mais on ne sent pas ça en RDC, en dehors du Kasaï, même d'autres provinces. Lorsque vous vous rendez, j'étais à l'Omami, j'étais au Kasaï oriental, et je crois même dans d'autres provinces, les développements tant attendus n'arrivent pas. Alors, comment se porte d'abord le Kasaï? Je sais qu'on va d'abord parler de l'actualité, mais une petite question, comment se porte le Kasaï? Parce que vous y étiez. Merci Gustave pour cette question. Nous avons été au Kasaï pour nous enrôler. Nous avons visité la ville de Chikapa ainsi qu'une partie du territoire de Chikapa. Nous avons été informés de ce qui se passe dans d'autres territoires, notamment à Dekese, à Mweka, à Ilebo et à Luebo. Et de toutes ces informations, nous avons retenu que notre province tarde à décoller. Le problème du développement doit être considéré comme le problème crucial pour chaque province, pour chaque pays, pour chaque État. Mais lorsque vous mettez des animateurs, lorsque le peuple se choisit des animateurs qui ne sont pas à leur place, il y a toujours des problèmes. À Chikapa, qui est le chef-lieu de la province du Kasaï, les autorités provinciales qui y sont, ainsi que la population qui vit ne semble pas comprendre un peu ce mot développement, parce que le développement est toujours amorcé par l'exécutif. Nous avons un organe de contrôle qui est l'Assemblée provinciale. Mais vous comprenez que l'Assemblée provinciale, qui est d'abord la première institution provinciale, la première institution politique provinciale, ne joue pas clairement son rôle de contrôle au Kasaï.
Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous y arrivez, vous trouvez que tous les députés en vue qui pouvaient amorcer ces contrôles et aboutir à un résultat ont été nommés au gouvernement à la suite de la motion qu'ils avaient faite contre le gouverneur. Lorsqu'il est revenu, il a pris l'essentiel des députés, il les a nommés au gouvernement. Vous savez, le meilleur ministre, c'est celui qui a été élu, qui vient du peuple. Cela n'est pas un problème. Mais la façon dont cela a été fait là-bas, ce n'est pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il a pris ces députés, il les a mis au gouvernement. D'autres qui étaient restés, parce que vous savez que le gouvernement ne prend que du membre dans les provinces. Et l'Assemblée est composée de combien de membres? Une trentaine de membres. Une trentaine. Et les autres sont déployés soit à la Direction générale des recettes provinciales, soit à d'autres fonctions. Et les suppléants qui ont remplacé les députés qui sont au gouvernement ou à des directions générales sont pratiquement des députés suppléants qui n'ont pas de mots à dire, qui ne pèsent pas. Qui ne peuvent rien faire au gouverneur. Et ils ont peur que si ils touchent au gouvernement, s'ils touchent au gouverneur, et que si le gouverneur tombe, leurs titulaires vont revenir à leur poste de député et ils vont manquer d'emploi. Voilà un peu l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons au Kasaï. Et tout ça a été fait sciemment, intelligemment, entre guillemets, par le gouverneur, voilà, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. L'actualité l'exige. On a un nouveau gouvernement central qui a été nommé. Les ministres, même les nouveaux qui ont fait les rentrées, ont fait déjà la remise-reprise. Ils ont déjà pris fonction. Quelle est votre appréhension par rapport à ce nouveau gouvernement? Je suis très satisfait du réaménagement du gouvernement qui est intervenu il y a peu. J'en profite pour féliciter les nouveaux membres du gouvernement qui ont été nommés, notamment Peter Kazali, qui est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je m'en vais féliciter également Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre et ministre de la Défense, mais également le vice-premier ministre et ministre de l'Économie, Vital Kamerhe, ainsi que tous les autres, notamment Mboussa Nyamwisi. Je suis très satisfait de ces réaménagements, d'autant plus que, vous savez, dans un pays, c'est difficile de rapprocher des leaders autour de soi. Et ça, Félix Antoine Tshisekedi l'a fait. C'est incroyable. Ça ne vient pas tous les jours. Vous savez, le leadership collectif doit être un leadership fort. Parce que le leadership individuel que nous avons connu dans le monde, ou même dans ce pays, procède d'un charisme exceptionnel qui ne vient pas dans un siècle, dans chaque siècle. Vous pouvez passer un siècle sans avoir un homme charismatique comme l'était Étienne Tshisekedi Omulumba, qui à lui seul pouvait rapprocher tout un peuple derrière son idée, sa vision. Et Étienne Tshisekedi était capable de ça. Voyez-vous, vous avez vu que, par exemple, à Sainte-City, il a mis fin à l'aventure de l'hôtel de Cascade, où on voulait former un gouvernement partiel
Il a dit non, il a créé une structure. On est revenu jusqu'à terminer le dialogue intercongolais. Même si lui-même a refusé d'être nommé vice-président. Il l'a fait également lors des accords de la CENCO avec Kodjo. Vous savez, il y a eu des tricheries, des fraudes. Il a dit niet. Et vous avez vu que toute la communauté internationale a couru à l'imiter pour pouvoir l'amener à conduire ce dialogue comme il l'a fait jusqu'au moment où nous sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, ce genre d'homme, on ne retrouve pas tous les siècles dans un pays. Et donc, le leadership collectif, c'est un leadership où vous retrouvez 4, 5, 10 personnes qui se mettent autour d'une vision commune de développement, de progrès d'un pays, et qui avancent, à l'instar d'ailleurs de 5 colonels maliens qui, autour de Assimi Goïta aujourd'hui, sont en train de pousser le Sahel, de pousser le Mali. Voyez-vous? Et c'est ce que je vois venir dans ce pays, autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il a fait, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, c'est pour des besoins électoralistes, ainsi de suite. Non, moi, l'attente que je souhaite voir dans ce qui s'est passé récemment avec ce gouvernement, c'est arriver à briser l'ordre constitutionnel que nous avons, qui est un mimétisme occidental où on nous envoie des guerres dans le pays, on déplace des gens, on dit qu'on vient avec l'aide humanitaire pour les intégrer là où ils sont partis et les remplacer par des étrangers qui vont occuper leurs terres, leurs forêts. Voilà ce que j'attends de ce gouvernement. Donc votre première critique qui est positive, vous dites Félix Tshisekedi a réussi à réunir les leaders autour d'une vision. Exact. Au-delà de la vision électoraliste à laquelle pensent beaucoup de gens, je voudrais que nous puissions arriver à... Vous parlez de briser l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour toujours suivre l'Occident. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Occident est en perte de vitesse. Il y a le modèle chinois, le modèle russe que nous pouvons suivre. Ils viennent ici, vous avez suivi, chaque fois, on doit tenir les élections dans le délai constitutionnel, dans ceci. Mais à côté de nous, lorsque vous allez au Rwanda, lorsque vous allez au Congo-Brazza, vous trouvez qu'il y a des gens, des dirigeants, qui ont fait 3, 4, 5 mandats, qui ne sont jamais bougés. Parce qu'en fait, l'Occident ne s'est pas développé avec la démocratie. Je ne veux pas dire qu'on doit revenir à la dictature ou au royaume ou aux empires. Mais je voudrais tout simplement dire que nous devons nous organiser à avoir notre modèle à nous, en Afrique. À un certain moment, il faut voir la vision du chef. Un chef, c'est celui qui donne la vision de développement, la vision du progrès. Et Félix fait cela. Je ne vois pas pourquoi. Vous croyez vraiment qu'un homme comme Jean-Pierre Bemba, comme Vital Kamerhe, peuvent comme ça renoncer à leurs ambitions de devenir président pour être autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout simplement parce que... Ils ne vous ont pas dit qu'ils ont abandonné leur mission, leurs ambitions de devenir président. Peut-être au soir du gouvernement, ils pourront se prononcer. Qu'ils aient accepté d'intégrer le gouvernement dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sama Lukonde, je les en félicite. Déjà, c'est déjà un bon signe. Voilà. Maintenant, oui. ce que vous redoutez, c'est justement ce qui va arriver. C'est-à-dire que si, je vous le dis sincèrement, si ils se mettent d'accord derrière la vision du chef de l'État pour instaurer la paix à l'est du pays et rechercher le progrès de ce peuple, ce pays va changer et le monde va nous respecter. Est-ce que l'avènement de Bemba à la tête de la défense nationale, pensez-vous qu'il peut y avoir un changement?
Et je crois qu'il est la personne attitrée aujourd'hui pour pouvoir apporter un plus du côté de l'armée. Il l'a dit lui-même lorsqu'il a procédé à la remise et reprise, que son combat sera d'abord de réorganiser l'armée. Et il devra tout faire pour placer dans l'armée des Congolais qui ne viennent pas infiltrer l'armée, mais des Congolais qui viennent pour défendre le pays. Et je crois qu'il va procéder par la mutation. Non seulement ceux qui sont en formation à Kitona, vous savez que nous avons l'appui du chef de l'État qui veut voir ces jeunes intégrer l'armée et défendre la patrie. Exactement. Pensons qu'avec son avènement au gouvernement, beaucoup de choses vont changer du côté de l'armée. Ce qui nous agresse, ce ne sont pas les rebelles, comme on a tendance à le dire. Vous avez vu comment les Occidentaux courent derrière Mangachuchu. Les dossiers Mangachuchu. Non seulement le dossier Mangachuchu, parce que vous en parlez. Comment est-ce qu'un Congolais qui est député dans son pays, il est arrêté pour des faits avérés? On a trouvé dans son domicile, dans sa ferme, des armes de guerre. Il est jugé et il y a toute une diplomatie, un président occidental qui vient donner des leçons. Il envoie son ancien président venir intercéder pour qu'on le libère, tout simplement parce qu'il déclare qu'il est malade en prison. Mais vous savez que Vital Kamerhe, c'était quand même un grand personnage dans ce pays. Il a fait près d'une année en prison. Il n'a pas été libéré. Il a été aussi tombé malade. Il a été soigné sur place ici. Donc, on comprend que les dossiers de la guerre de l'Est, c'est un dossier un peu complexe. Vous savez, moi, l'Europe est en perte de vitesse. Lorsque vous voyez l'évolution du monde, vous comprenez que l'Europe est remorquée par l'Amérique. Mais lorsque je parle de l'Europe, je vois la France. Vous savez, moi, j'ai plusieurs fois voyagé avec Air France, mais il y a 5 ans, j'ai décidé de ne jamais prendre Air France. Je ne peux pas prendre du carburant, du lubrifiant chez Total. Je ne peux jamais avoir une SIM Orange. Donc, je ne consomme pas les produits français. Là, c'est votre décision personnelle. C'est ma décision personnelle. Je voudrais que beaucoup de mes compatriotes me suivent. Vous voulez la partager avec les Congolais. Exact. Pourquoi? Parce que la France joue toujours un mauvais rôle dans les dossiers africains. Vous voyez ce qui est arrivé au Mali? Ils ne parlent plus du Mali aujourd'hui. Ils ne parlent plus de Centrafrique aujourd'hui. Et je crois que demain... De la Libye, n'en parlons même pas. Je crois que demain, ils ne parleront plus de la RDC. La RDC est un grand pays francophone. Donc vous voulez conseiller qu'on quitte même la francophonie? Si l'échec, nous allons quitter la francophonie. Je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à parler la langue des gens qui sont toujours en train de construire le bonheur de leur peuple sur le malheur des peuples africains. Ça, nous n'allons pas accepter ça. Ils vont faire de la diplomatie comme ils le veulent. Mangachuchu sera jugé et condamné, le cas échéant, pour le fait qu'il a commis ici au Congo. Mais je comprends bien il est congolais, il est... Mais parce qu'il a un mandat congolais, qu'est-ce que vous voulez? Il a un mandat parlementaire congolais, il est député national, et donc nous considérons qu'il est congolais. Alors s'il est congolais, laissez-le être jugé par les Congolais. Pourquoi vous voulez qu'on le libère? Il semble que sur ce dossier-là, le président de la République n'a pas voulu recevoir le ministre britannique des Affaires étrangères. Vous confirmez? J'ai appris que lorsqu'il venait ici, il avait échangé avec le président sur le point sur lequel il devait venir parler ici. Mais arrivé sur place,
Il a ajouté ce point de Manga Chouchou, pour pouvoir en parler au chef. Et le chef a refusé, à juste titre d'ailleurs, parce que nous n'allons pas subir sempiternellement des dictats de l'Occident. Nous ne sommes pas à la remorque de l'Occident. Nous d'ailleurs, la France comme la Grande-Bretagne, déjà, nous ne nous avons pas colonisés. La petite Belgique qui nous a colonisés ne nous amène pas autant. Pourquoi est-ce que c'est eux qui sont toujours arrogants, ils veulent parler de n'importe quoi Non, ça ne va pas être comme ça. Alors, en diplomatie, on parle des rapports de force. Vous êtes capable de résister et d'assumer. Vous savez, nous sommes Africains. Et en tant qu'Africains, nous sommes faibles devant l'Occident. Voyez-vous? Et parce que nous sommes faibles, nous voulons nous rapprocher aussi de certaines forces qui ne sont pas nécessairement occidentales. Là, vous faites allusion à la Russie, à la Chine. Je fais allusion à la Russie, à la Chine, à tous les pays qui peuvent nous aider à résister devant ce traitement inhumain. Vous pensez que ce sont les Russes qui peuvent vous soutenir et vous donner la paix? Parce qu'ils l'ont fait. Parce qu'en relation internationale, il n'y a pas d'action sans intérêt. Oui, vous pensez que la Russie peut venir vous aider pour sa bonne volonté ou bien... les États ne vivent que des intérêts. Pardon? Les États ne vivent que des intérêts, j'en conviens. Je ne dis pas que lorsque nous allons coopérer avec la Russie, nous allons abandonner les États-Unis, par exemple. Non. Autant nous coopérons avec les États-Unis dans les échanges de matières premières, autant nous traitons aussi avec la Chine, avec la Russie. Pourquoi est-ce que vous voulez nous interdire de traiter avec d'autres, alors que vous dites que l'Ukraine est un pays indépendant et peut intégrer l'OTAN, peut adhérer à l'OTAN, mais vous nous dites, non, vous ne pouvez pas avoir des relations avec la Russie. Ce n'est pas normal. L'Ukraine, qui existe parce que c'est un pays du bloc de l'Est, qui avait conclu des accords, notamment les accords de Minsk, qui faisaient en sorte que les pays du bloc de l'Ouest, après la destruction du mur de Berlin, ne peuvent pas adhérer à l'OTAN. Mais l'Occident a brisé tout ça. Ils ont pris la Pologne, tous ces pays de l'Est, ils ont intégré dans l'OTAN. Et aujourd'hui, ils voulaient prendre l'Ukraine pour placer l'OTAN, placer tout l'armement occidental en Ukraine pour pouvoir surveiller et éventuellement détruire la Russie. Lorsque Poutine, voyant cela, il veut protéger l'intégrité de son territoire en disant à l'Ukraine, stop, ne faites pas ce que vous voulez faire. Vous êtes un pays de l'Est. Regardez les accords qu'on avait conclus. Et ça devient, on parle de la guerre d'agression, il n'y a pas de guerre d'agression en Russie. Venons en RDC, exactement au gouvernement, avant de quitter, de parler des Chikapa et du Kasaï, Kamere qui vient, vous avez vu dans les réseaux sociaux combien de gens ont réagi, mais il vient au moment où l'économie est en train de vaciller. Est-ce que Vital Kamerhe pourra apporter un nouveau souffle dans l'économie congolaise? Bon, je crois qu'il n'appartient pas à la personne de Vital Kamerhe de rendre fluide notre économie. C'est l'action solidaire du gouvernement qui va faire en sorte que... Oui, vous parlez de l'action, vous l'avez dit encore, vous parlez de l'action communautaire du gouvernement, mais chaque ministre est autonome. Mais Vital Kamerhe, c'est d'abord un économiste de formation. Il ne faut pas l'oublier. Il va certainement donner des orientations qui fassent en sorte que nous puissions sortir de cette situation. Mais vous devez savoir que le problème des prix, d'inflation et consorts, ce n'est pas un problème congolais. Aux États-Unis, en Europe, partout, il y a une inflation terrible.
depuis cette pandémie de la Covid et cette soi-disant agression de l'Ukraine, ça ne va pas partout au monde. Ce n'est pas un problème congolais. Et donc, je crois que Kamere, oui, c'est un personnage important qui peut apporter un plus du côté économie, parce que vous savez, à l'économie, nous avons fait plusieurs mois sans ministre. Le ministre des Finances était en train de faire l'intérim du ministre de l'économie de Chi il y a longtemps. Et donc, je crois que sa présence va apporter quelque chose dans la stabilité des prix et dans la maîtrise de l'inflation. Je crois que ce n'est pas par une baguette magique qu'il va il faut aussi savoir travailler, il faut produire, qui est au pouvoir, il faut produire. Et les sociales des Congolais comptent. Et on dit toujours l'IDPS est au pouvoir, mais les sociales est en train de dégringoler. Les mamans ne pleurent pas aujourd'hui plus qu'hier. Je crois que hier, les mamans pleuraient encore plus. Non, le social aujourd'hui est beaucoup mieux qu'hier. Ça, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Maintenant, nous avons connu des problèmes d'inflation. Ce sont des problèmes que le monde a toujours connus. En Europe occidentale, oui, le monde a toujours connu, il y a eu une régression. Il faut y apporter une solution. En 1929, il faut 1930. On a toujours fini par apporter ça finit toujours solution. par passer. Ça finit toujours par passer. Ici, il y a eu des événements. Je vous ai parlé de la Covid. Mais on ne sent pas qu'il y a des actions à même de pouvoir améliorer le social. S'il y en a, vous pouvez les citer. Mais le problème, c'est la production. Ici, chez nous, par exemple, ce qui compte, c'est la production. Nous n'avons la production qu'en matière... Donc on ne produit pas. La RDC ne produit pas. Non, dire qu'on ne produit pas, ce n'est pas vrai. Nous produisons parce que nous produisons du cuivre et du cobalt. Nous produisons dans ces pays. Nous produisons, sauf qu'il y a des gens qui veulent venir... s'il faut utiliser le terme cher à Fachi, galvauder, n'est-ce pas, le mérite. Ils ne veulent pas censé traiter ce que nous produisons de la même façon. Ils veulent venir voler, prendre illicitement nos matières premières et gagner la plus-value chez eux et maintenir l'Afrique, maintenir le Congo dans la misère. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est là, d'ailleurs, notre malheur. Quelles sont les mesures pour empêcher Les mesures, cela? c'est d'abord d'arrêter la guerre à l'Est. Nous devons d'abord arrêter cette guerre à l'Est, qui a comme complice M. Kagame, qui dirige le Rwanda. Et lorsque nous aurons terminé cette guerre à l'Est... M. Kagame avec son équipe de Mongachouchou, oui, bien sûr. Vous ne l'avez pas dit. Je ne serai pas... Nous attendons quelqu'un qui est en justice. Moi, je ne sais pas prendre des positions sur des choses qui se traitent devant le juge. Je voudrais que la sentence soit prise pour que nous puissions dire si exactement Mongachouchou est coupable ou pas. Pour l'instant, il est en justice. Pour vous, si on parvenait à libérer Mongachouchou, vous n'allez pas vous réjouir? Bon, je ne vois pas comment on va libérer quelqu'un qui ait pris la main dans le sac. On vous a trouvé avec des armes de guerre, des cachettes d'armes, partout dans votre maison, dans vos fermes, dans vos entreprises. Et tout d'un coup, on vous laisse. Moi, non, je mais c'est ce qu'on a vécu. On a vécu ça où? On voit ici, on arrête des gens, on les juge, on les met en prison et puis on les libère 3 mois après, 2 mois après, 6 mois après. On a vu. Avec tout ce qu'il y a comme diplomatie nocturne pour qu'on libère Mongachouchou, je ne sais pas, vous allez changer de parti ou comment? J'ai toujours fait confiance à mon président. Fachi Béton. Tout ce qu'il fait, j'apprécie. Même s'il parvient à le libérer, j'apprécierai. Parce que ce n'est pas lui qui libère. Lui ne s'ingère pas dans la justice.
Vous avez évoqué la diplomatie. Vous avez dit avec la diplomatie, si on parvient à le libérer. C'est pourquoi je vous dis, si cette diplomatie est plus forte que lui et qu'il plus parvient... Plus forte que la justice. Plus forte que la justice, vous avez parlé du président. La diplomatie ne se joue pas à la justice. La justice doit dire le droit sur base de faits. Sur base de faits, Moanga Chouchou a été retrouvé avec des armes de guerre, des cachettes d'armes partout, et il va être jugé. Maintenant, ce que vous dites là, c'est une solution politique. Une solution politique peut faire en sorte qu'on le libère. Mais on va le libérer pour le garder où? Parce que déjà, sa nationalité est douteuse. Quelqu'un qui... Vous savez, maintenant on revient au problème de la loyauté dont on parle avec la loi Tchani et consorts. Comment est-ce que quelqu'un qui est pris avec des choses comme ça, qui déstabilise toute une nation, alors qu'il est... Et il y a des étrangers pour le défendre. Il y a des étrangers qui viennent pour le défendre. Quelle loyauté vous voyez dans un type comme celui-là? Et demain, il va être président de la République. On a dit qu'il est de l'Union sacrée. Oh, l'Union sacrée, c'est pas une blancherie. L'Union sacrée, tout le monde qui a été... Vous ne savez pas que le président Kamer était de l'Union sacrée? Il était d'ailleurs de Cache. N'est-ce pas? Et donc, vous ne pouvez pas évoquer cela. Le président de la République avait toujours dit, d'ailleurs avant qu'il ne soit élu, que Rose la masse nangai, mais ceux qui bazuent n'ambeba boloko. Vous voyez bien? Donc, c'est ça. Donc, qu'il soit de l'Union sacrée, qu'il soit de... Vous préférez qu'il soit arrêté, mais sinon, vous il est déjà arrêté. Il est déjà arrêté, il est en train d'être jugé. Il ne sera pas libéré sans être jugé, poursuivi, jugé et éventuellement condamné. Voilà. Mais si Revenons alors à la gestion de la province du Kasaï. Vous avez dit qu'il y a des défis qu'il faut relever pour permettre à la province de pouvoir décoller. La province n'a pas décollé, à vous entendre, depuis plus de 4 ans. Pourquoi? Non, exactement. Il n'y a aucun projet qui a marché au Kasaï. Le Kasaï est abandonné à son triste sort parce que les élections de gouverneurs qui se sont passées en 2019 ont placé à la tête de cette province un homme venant du FCC, venant du PPRD. On a cru qu'il pouvait s'émanciper de sa famille politique et gérer de manière rationnelle la province. Mais nous sommes pratiquement à la fin de la mandature. Rien n'est fait. Pouvez-vous comprendre que à la prise de fonction de M. Piémé, il va prendre un crédit à la banque Afriland, banque à Chikapa, 2 millions de dollars. Avec comme affectation la construction d'un bâtiment administratif jumelé pour le gouvernorat et pour l'Assemblée provinciale. On va même démolir un vieux bâtiment de la Fourmilière pour pouvoir ériger ce bâtiment-là là-bas. Jusqu'aujourd'hui, 4 ans après, il n'y a rien. Le gouvernement provincial continue à payer cette dette à Freeland Bank. Et je crois que le gouvernement continuera à payer même après le mandat de Piémé. Parce que d'après mes sources, on n'est même pas encore arrivé à la moitié de cette dette, alors que nous sommes à la 4e année. Et que fait l'Assemblée provinciale pour contrôler? L'Assemblée provinciale, c'est une assemblée qui pratiquement n'existe pas. Comment est-ce qu'une assemblée provinciale peut toucher 30% des recettes provinciales? Le gouverneur décide d'allouer à l'Assemblée provinciale 30% des recettes provinciales en sus de leurs émoluments qu'ils touchent normalement. Donc, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas tomber. Les députés provinciaux du Kasaï sont payés
sont payés au Kasaï par le gouvernement Non, provincial. pas du tout. Ça, c'est une tricherie, c'est une corruption. C'est une corruption érigée comme ça en prime par le gouverneur. Vous comprenez? Alors, tous les députés qui sont là-bas, comme je venais de le dire, sont pratiquement dans la poche du dans gouverneur. la poche du gouverneur. Comment ça? Pourquoi vous dites ça? Mais il fait des voyages chaque année, il change des équipes. Chaque député doit avoir fait des voyages en Amérique, en Europe, pour rien. Mais, Des villégiatures chaque année, pour rien. Et lorsque nous le disons, vous allez à Chikapa, vous allez trouver que la ville ne vit pas. Lorsque vous avez une province à gérer, il faut d'abord voir le chef-lieu de votre province. Et lui, il a vécu dans cette ville de Chikapa. Les érosions sont en train de détruire les routes. Un ravin qui quitte la rivière, parce que la ville de Chikapa, c'est une ville à 3 collines. Vous avez une colline d'Ibumba, Kanzala, et donc il y a la rivière Chikapa et la rivière Kasaï. Mais un ravin qui quitte la rivière Chikapa vers la rivière Kasaï, en passant par des routes asphaltées. En 2020, on vous dit non, il faut $5 000 pour contenir ces ravins. Le gouvernement provincial n'a pas d'argent. En 2021, on vous dit non, c'est $10 000, il n'y a pas d'argent. Dernièrement, j'ai appris que le président de la République avait même alloué $400 000 à travers le VDA pour pouvoir éradiquer ce ravin qui vient de détruire un complexe scolaire qui faisait la fierté de la ville. Et maintenant, le ravin est à moins de 2 mètres de la route qui mène vers l'aéroport. Vous voyez, chaque fois que j'allais... Et les $400 000 que le président a envoyés ont apporté quand même... Mais il n'y a rien qui est fait, rien du tout. Je voudrais que les organes de contrôle puissent... Parce que l'organe de contrôle par excellence en province, c'est l'Assemblée provinciale qui ne fait rien. Mais nous demandons à l'IGF d'y aller. Pourquoi est-ce que l'inspection générale des finances ne peut pas aller aussi faire le contrôle dans notre province? Il semble que sur la liste des services et provinces à contrôler pour 2023, il n'y a pas la province du Kasaï. Donc là, la gestion est orthodoxe. Mais pourquoi? Nous interpellons l'IGF. Je voudrais que M. Alinguete puisse décider de contrôler la gestion de la province du Kasaï. Pourquoi? Parce que Dieudonné Pieme vient du FCC ou... Non, pas du tout. Je ne vois pas la tête du... Ce n'est pas un problème de Dieudonné Pieme qui est un ami. Je voulais toujours dire ici. Honorable. Il peut adhérer à l'UDPS, ce n'est pas un problème. Mais donc, vous savez bien qu'il y a eu des membres de l'UDPS qui ont été en prison. Vous le savez. Est-ce que c'est parce qu'on est à l'UDPS qu'on doit mal gérer l'entité qu'on vous a confiée? Non. Non, pas du tout. Donc, même s'il a adhéré, si on trouve que la gestion n'est pas orthodoxe, il doit faire la prison. Comme on a vu l'ancien ministre de la Santé qui était en prison. Je ne souhaite pas qu'il fasse qui était en prison et qui était libéré. Il semble qu'il a créé un compte parallèle dans lequel est versé l'argent de la province. Il faut qu'il dise la vérité aux gens qui vont aller au contrôle. À l'IGF. Donc l'IGF est vivement voulu. Nous avons des informations, il y a un compte parallèle. Donc cet argent est gardé quelque part. Comme il veut toujours revenir au pouvoir, il garde l'argent pour pouvoir procéder à des fraudes électorales et rentrer encore gérer la province. Nous n'allons pas accepter cela. Donc on peut penser qu'avec l'avènement de Peter Kazadi à la tête du ministère de l'Intérieur, comme il est de l'Intérieur, il pourra aussi apporter quelque chose dans la gestion des provinces. Je crois que, oui, je crois que le texte ne lui permet pas de s'ingérer dans les compétences de la province, mais il est tout de même le ministre, il a un œil regardant. Le ministre national de l'Intérieur. Et je crois qu'avec sa présence, même l'IGF
peut faire ce travail de contrôle et arriver à déceler toutes ces lacunes que nous Alors, en dehors de la mégestion que vous décriez, il y a un autre défi qui bloque le développement de la province du Kasaï. Non, la province ne peut décoller qu'avec une bonne gestion. Il n'y a pas d'autre magie à faire. Des gens, il faut un homme intègre, honnête, sincère. Pas quelqu'un qui n'est jamais présent lorsqu'on a besoin de lui. Il est toujours parti. Il ne rend compte à personne. Maintenant, il a initié, parce que tout ce qui s'est fait à l'Assemblée provinciale, ça part de lui. Il a initié, il a fait initier à travers ses valets de députés provinciaux des motions pour élever de leurs fonctions les ministres parmi lesquels il y a même des ministres avec qui il était. Il veut les relever parce que pour lui, ce sont ces ministres-là qui, à travers leur communauté, sont en train d'amener les gens à le contrôler, à le mettre dehors. Vous voyez un peu, il veut changer de gouvernement pour mettre d'autres gens. Donc, si je vous continuer écoute, à gérer. Mais vous gérez l'entité, vous gérez qui? Qu'est-ce que vous gérez? Gouverner, c'est prévoir. Il y a des ravins qui sont en train de détruire toute la ville. Vous voulez gérer quoi? Donc le blocage au développement du Kasaï, on peut dire que ça appelle Dieudonné Piémé. Exact. Ça n'a pas d'autre nom, c'est ce nom-là, comme vous l'avez cité. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la province de pouvoir décoller? Nous sommes en démocratie, je vous ai dit qu'il faut procéder au contrôle de la gestion de ce gouvernement provincial, de ce gouverneur. Et s'il est blanchi par l'inspecteur général des finances, l'IGF, s'il est blanchi? S'il est blanchi, c'est-à-dire que l'inspecteur général des finances nous dira que les 2 millions de dollars qu'il avait pris sont là, ils n'ont jamais été détournés. Il nous dira que les 500 000 dollars qu'une ONG avait financés pour l'urbanisation des communes en traçant des avenues qu'il a pris lorsqu'il est rentré en fonction après la déchéance, sont là. Alors nous allons comprendre que... les 400 000 de la présidence. Oui, et les 400 000 de la présidence qui avaient été confiés à l'OVDA, oui, nous allons... Si cet argent-là est là et qu'un autre gouvernement qui viendra va continuer le travail, t'as mis, on va le laisser libre. Mais s'il ne peut pas justifier cet argent, donc, je ne jette pas la prison, en tout cas. Je voudrais, il est tellement grand que la porte de la prison risque de ne pas l'accepter. Je voudrais qu'il soit en liberté, mais qu'il change de méthode de gestion. Ah, d'accord, qu'il change. Au moins, vous souhaitez qu'il soit là, mais qu'il change. Non, je ne souhaite pas qu'il soit là. Je souhaite qu'il soit en liberté. Je ne vous ai pas dit que je souhaite qu'il soit en liberté. Qu'il soit en liberté, mais qu'il quitte la tête de la province. Qu'il quitte la tête de la province, qu'il laisse à quelqu'un qui a de mains propres. La bonne volonté de mieux faire. Exact. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Au Kasaï, nous avons beaucoup de gens. Pourquoi pas? Il y en a toujours. Lui-même sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent mieux faire que lui. Donc vous en appelez aux élections de gouverneur? Ce n'est pas les élections qu'on passe gouverneur. Malheureusement, pour lui, il n'y a pas eu élection. D'abord, il y a eu des députés provinciaux qui ont été désignés par le PPRD, qui l'ont mis là où il est. Voilà la vérité. Et donc, il faut changer même l'Assemblée. Donc, heureusement qu'il y a des élections qui sont... Vous comptez les remporter prochainement, vous, de l'UDPS? Je voulais parler de l'UDPS. C'est une machine électorale. Nous avons toujours milité pour les élections depuis très longtemps. Et nous pensons que ces élections, nous allons les gagner. D'ici fin 2023, il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas aucun obstacle qui peut faire en sorte que nous puissions
pas gagner ces élections. Nous allons les gagner. Et je lance un appel à tous les Kassaïens, à tous ceux qui habitent l'espace kassaïen, de faire confiance à l'UDPS, de ne voter que pour les candidats de l'UDPS. Faut pas dire Si ça. l'UDPS, Plateau, le moment venu, l'UDPS donnera la liste de ses alliés, et ses alliés et l'UDPS vont constituer la majorité qui va aider le chef de l'État à exercer son deuxième mandat. Nous ne voulons pas que les partis satellites qu'on crée par l'argent donné par les Kabila, les Katumbi, qui sont en train de circuler, puissent gagner des sièges au Kasaï. S'ils veulent gagner des sièges, qu'ils aillent gagner dans d'autres provinces. Mais au Kasaï, c'est d'abord l'UDPS et ses alliés. Voilà. Voilà, c'est par là que nous terminons cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.